Très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Génial Taxi FM Lemay avec mes confrères à la gare routière de l'information. Nous allons aborder pas mal de sujets. Nous parlerons de la politique puisqu'à partir de demain, la commission électorale nationale indépendante, la CENI, va procéder donc à l'affichage des listes électorales pour les éventuelles contestations. On placera un mot là-dessus. C'est sûr que ce sera une autre affliction pour les non-inscrits. Ce sujet est maintenant dans l'histoire. On va revenir un petit peu là-dessus. Nous parlerons également de la santé et puis d'autres sujets, vous le verrez. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci d'être avec nous sur la radio Génial Taxi FM Lemay avec Acha Ibrahim, le patron de Jonathan Nouveau, qui est avec nous. Bonjour Acha. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio Géniale, merci Taxi FM, et bonjour à mon confrère qui est en studio. Oui. Et vous savez, c'est vous qui avez la primauté de dire son nom. Bonjour Isidore. Bonjour Eric, bonjour Acha, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Et d'abord, te féliciter pour qu'on reprenne. Ouais, on a pris quelques jours de pause. Tu nous avais manqué. Vous nous avez manqué aussi. Merci de répondre toujours fidèlement à ce rendez-vous. Rendez-vous aussi avec les auditeurs qui nous sont fidèles aussi tous les jours à la radio. Alors je vais rappeler le numéro sur lequel ils peuvent toujours nous contacter. En tout cas, nous envoyer des messages, SMS ou WhatsApp pour participer au débat. C'est le 93 94 96 64. Je rappelle le numéro 93 94 96 64. C'est le seul numéro sur lequel tout au long de l'émission vous pouvez nous envoyer des messages pour aussi participer au débat. En attendant d'avoir le direct pour nous joindre, je voulais avoir votre avis sur le fait qu'aujourd'hui, pour voyager, on n'aura plus besoin de faire des formalités Covid-19. Et ça a été une bonne nouvelle quand même pour les voyageurs togolais, au départ du Togo ou à l'arrivée au Togo. Non, je reste dubitatif. Comment ça? Mais est-ce qu'on a levé l'état d'urgence sanitaire? Non. Alors, tout doit partir de la loi. Il faudrait qu'on lève l'état d'urgence sanitaire. Et ça supposerait en ce moment que Covid c'est fini au Togo. C'est fini au Togo. Alors, ça veut dire que si l'état d'urgence pour vous est toujours en vigueur, ça veut dire que Covid c'est pas encore fini pour le Togo. C'est pas encore fini pour le Togo. Pourquoi on lève ces restrictions au niveau de l'aéroport? Il y a longtemps que nous ne portons plus de masques. Et alors? Il y a longtemps plus c'est plus obligatoire. Mais on n'avait rien dit à l'époque. Hein. Mais lever l'état d'urgence, c'est ça la loi fondamentale. Enfin, pas fondamentale, mais la loi qu'il faut. La conséquence. La conséquence, si on arrivait à lever l'état d'urgence sanitaire qui empêchait les gens de faire des regroupements politiques ou culturels, quoi que ce soit, alors là, je serais d'accord. Ah oui, c'est vrai, ça semble un peu cohérent. C'est vrai, lorsqu'il y avait Covid, il y a eu une bactérie de mesures. On dit, vous devez porter des masques, surtout pour avoir accès aux bâtiments publics. C'est obligatoire. Vous devez vous laver régulièrement les mains. Il y a des conseils pratiques. Et puis, des gens ne portent plus de masques. Il n'y avait pas encore une décision qui dit maintenant. D'abord, même l'équipement. Vous n'êtes plus obligé de porter des masques. L'équipement pour laver les mains là était désuet. Oui, ça a disparu. Ça a disparu. Devant les entreprises. Les entreprises et les institutions. Mais levons l'état d'urgence aujourd'hui. Quand on nous parle de. Je suis au regret de le dire. J'avais appelé les gens à se faire vacciner. Et je regrette aujourd'hui d'avoir été vacciné. Non. Pourquoi vous dites ça? En tout cas, c'est prouvé que... Vous regrettez d'avoir été vacciné, d'avoir appelé les Togolais à se faire vacciner? C'est une invasion des big pharma. Acha Ibrahim. Non, moi je dirais... Pas sur ce côté-là pour l'instant. Non, bien sûr. Mais sur le fait que maintenant on n'est plus obligé, n'est-ce pas, de se soumettre à ces formalités interminables là, à l'aéroport ou à la sortie du Togo. Oui, tout à fait. Vous savez que le Togo a opté pour la prudence dans la gestion de Covid-19. Et il y a un comité qui est là. Il y a aussi un comité scientifique qui s'occupe des questions concernant la Covid-19. Et au niveau étatique, tout un dispositif a été mis en place, notamment à l'aéroport, aux frontières et tout ça, là, de manière à protéger les citoyens togolais face à ce redoutable virus. Et les informations du départ, vous savez
que c'était la psychose générale. Et l'État avait cette responsabilité de protéger ces citoyens, d'où les batteries de décisions et de tests qui ont été votés pour pouvoir donner les marges de manœuvre aux autorités togolaises de pouvoir agir, et bien évidemment dans l'intérêt des Togolais. Donc maintenant que la situation semble être beaucoup plus calme sur le plan international par rapport à Covid-19, donc il était important, et c'est ce que les autorités togolaises ont estimé qu'il faut pour pouvoir arriver à ça. Parce que je vous ai parlé de la prudence. Parce que alors que l'OMS déjà a donné son avis sur la Covid. Oui, mais n'a pas renié l'existence de Covid. Parce que quoi qu'on dise, jusqu'à l'heure où nous vous parlons, il y a des tests qui se font. C'est une invention. Il y a des tests qui se font et des gens, parfois, sont déclarés positifs. Vous comprenez? Et donc, l'État a cette responsabilité de protéger les citoyens, d'où le maintien de ces mesures-là jusqu'à un moment donné. Et bon, nous savons que le premier cas au Togo de Covid-19, on nous a dit que c'est importé. Oui, c'est une personne qui a amené ça. Mais l'État doit toujours mettre des dispositifs pour protéger le pays, pour que d'autres personnes ne nous amènent plus. Même si en interne, on a constaté qu'il y a l'assouplissement, il n'y a plus trop de problèmes, il faut quand même, il ne faut pas baisser la garde. Donc l'État a continué toujours jusqu'à un moment donné où peut-être l'avis de la cellule scientifique a amené les autorités à se rendre à l'évidence maintenant que maintenant on peut vraiment lever ce dispositif-là et laisser les gens voyager. Mais toutefois, cela ne voudrait pas dire que quand vous voulez voyager, bon, il n'y a pas des exigences parce qu'on ne sait jamais. Ceux qui sont allés en Arabie Saoudite tout récemment savent qu'il y a encore quelques velléités de mesures. Une chose en lien avec Covid-19. En Europe, il y a certains pays qui ne sont pas totalement baissé la garde. Il y a quand même des contrôles, des check-in qui sont faits par rapport à Covid-19. C'est une réalité, et quand mon confrère dit, il est dans le regret, il regrette beaucoup de s'être fait vacciner et d'avoir appelé les gens à se vacciner. Bon, en tout cas, c'est son appréciation, mais moi, je maintiens que nous étions face à un virus terrible et redoutable, même si c'est une invention. Il y a des faits qui ont montré que ça a vraiment affecté des gens et ça a créé vraiment des soucis au plan sanitaire dans le monde. Il faut aussi qu'à l'époque, il y a des gens qui étaient dubitatifs par rapport au fait qu'il faut faire un lien direct entre la mort des gens et une supposée, enfin, entre guillemets, maladie Covid-19. On ne peut pas refaire le débat sur le sujet. Alors là, le gouvernement a communiqué sur le fait que les restrictions, en tout cas liées donc aux tests qu'il faut faire, les passes vaccinaux qu'il faudra montrer avant de sortir ou avant d'entrer sur le territoire, est-ce que c'est aussi de mise pour nos frontières terrestres? Bon, quand on lève comment l'appelle-t-on là, les dispositifs et tout ça là concernant les restrictions par rapport à ces voyages, ou bien les exigences sanitaires par rapport au déplacement des gens, par rapport au voyage, et j'ose croire qu'aux frontières terrestres aussi, et ça doit être de mise. J'ose croire. Ça parce que pour les frontières, les jeunes qui prennent 500 oui, chez les citoyens qui franchissent les frontières et ils vont arrêter. Ils ne peuvent pas. Normal, non, c'est normal, ils doivent. Non, ils ne peuvent pas. Je dis, ils doivent. Ils doivent arrêter parce que c'est ce que l'État togolais a décidé que ces contrôles et autres là doivent être vraiment, c'est fini quoi. Ça ne doit plus entrer de l'aéroport. Un instant. Je dis ça, c'est de l'aéroport ça, ou bien. Et nous savons que les mesures les plus entre griffes draconiennes, c'était à l'aéroport. Oui. Aux frontières, bon, en tout cas, chacun faisait sa loi et même chacun faisait sa loi aux frontières. Vous comprenez? Mais maintenant qu'au niveau de là où même c'est sérieux, on dit non, baisser la garde, tout est on doit lever vraiment les restrictions là-bas, les mesures qui étaient en vigueur. Aux frontières, c'est que ça doit réjaillir là-bas. Je pose la question, excusez-moi d'insister, je pose la question parce que déjà, on nous signale qu'aux frontières terrestres, certains agents de vaccination se permettent de dire aux citoyens que non, ça c'est l'aéroport, c'est pas ici. Et donc, il faut payer les 500 francs là. Alors là, là il doit avoir... C'est tout le souci que j'évoquais. Il faut peut-être qu'on revienne à lever l'état d'urgence sanitaire.
Et là, on saura que c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez aux informations. C'est pas qu'à ce temps, l'aéroport Gnassingbé Yadema de Lomé mais n'était plus attractif. Les gens préfèrent Accra, Cotonou, pour revenir. Non. Oui, allez aux informations. Oui, mais ça, c'était déjà par rapport au prix de billets. Hein. Non seulement au prix de billets, couplé aux mesures sanitaires que les gens ont déjà levées. Et c'est tardivement qu'on a appris ça et on l'a levé pour que les gens viennent à l'aéroport. Donc c'est ça. C'est ça. Je mets au défi quiconque qui peut me contredire sur ce plateau. Bonjour Olivier. Non, mais il n'y a pas à contredire, mais il faut dire que les mesures sont prises au niveau étatique par rapport à certains éléments d'appréciation. Donc le Togo, je vous ai dit dès le départ, a joué à la prudence. Donc le Togo était en train de voir dans quelle mesure prendre des dispositions ou bien ne pas prendre des dispositions en lien avec Covid-19, de manière à protéger, parce que le souci premier c'est de protéger les citoyens togolais. Et ça, il faut vraiment s'en féliciter. Donc si maintenant on trouve que bon, ça va, on peut lever ces barrières-là. Je pense que c'est une très bonne chose. Bonjour Olivier. Bonjour cher ami irrigateur, bonjour à toutes et à toutes. Non, c'est pas grave. Sur le sujet, quelle est votre opinion, votre avis? Mais c'est une bonne chose après tout. Je crois que ça a d'ailleurs trop duré. D'accord. Vous savez, quand vous voulez voyager du Togo vers l'extérieur, c'est pénible. Avant, je vais dire. C'est-à-dire c'était vraiment pénible. Pour ceux qui ont eu la chance ou la malchance, je ne sais pas trop, c'était vraiment pénible. Alors que quand vous arrivez dans d'autres pays... Les 40 000, et on a traîné, malgré que la CDAO... Oui, mais vous êtes obligé d'aller sur un site, de remplir des formalités impossibles, d'imprimer... ou de garder, de télécharger, arriver à l'aéroport. Les gens ont raté leur vol pour ça. Absolument. Oui. Arriver à l'aéroport parfois, je ne sais pas comment ça se fait, mais tout ce que vous avez fait, pour le temps de faire, vous ne retrouvez plus rien. Donc, soit il y a les agents là-bas, qui en profitent pour dire on va vous aider, vous comprenez. Et là, le temps, ça prend au moins 30 minutes. Au moins, la plupart du temps. Le paradoxalement, quand vous arrivez dans l'autre pays, c'est tout est fluide, en réalité normal. Vous passez tranquillement à Abidjan, on ne vous gêne pas. C'est-à-dire, il y a la contrainte. Oui, au Nigeria, je sais pas, Lagos, Abuja. Donc, parfois, vous vous sentez un peu triste que dans votre propre pays, on vous soumet à tant de désagréments pour la même pandémie, et dans d'autres pays, sœurs et frères plutôt, vous n'avez pas toutes ces tracasseries-là. D'accord? Donc, aujourd'hui, le Togo s'est aligné en réalité sur ce qui se fait dans la sous-région. D'accord? Puisque nous avons trop duré, nous avons pris du temps avec cette histoire de Covid qui ne rendait pas le trafic au niveau de l'aéroport fluide. Donc il faut saluer cela. En tout cas, c'est une très bonne démarche, d'accord? Mais par rapport à apprécier si c'était nécessaire ou pas, je crois que c'est nécessaire, d'accord? C'est un réveil tardif. Non, oui, mais c'était nécessaire d'imposer ces restrictions, ces contrôles, parce qu'on était dans une période de pandémie, et la pandémie, ça s'entend, une épidémie mondiale. D'accord, c'est une pandémie. Ok, donc tous les pays avaient imposé, même si on n'avait pas le choix, le Togo n'avait pas le choix. Mais si vous ne faites pas ça ici, arrivez ailleurs, soit on va vous refouler aux frontières, quand la pandémie était encore, faisait encore rage. Là, il y a des pays qui étaient stricts. D'accord, donc il fallait le faire, le Togo l'a fait. Maintenant, on l'a fait avec plus de zèle. C'est aussi ça, peut-être le mal. Alors, il y a un auditeur qui nous dit cette affaire de Covid-19 est une arnaque mondiale contre les populations. Dès que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé, bizarrement, la Covid-19 a disparu sur les médias. Et ça, c'est pas totalement faux. Enfin, c'est un constat. C'est un constat. Alors, mais, oui, Covid-19, maintenant, on va laisser respirer un petit peu les populations qui pouvaient ou qui peuvent se déplacer. On te dit que l'état d'urgence sanitaire n'est pas encore levé. Oui, au Togo, nous ne sommes pas à l'abri. Oui, mais les tracasseries ont baissé, c'est ce qu'il veut dire. À quel niveau?
Bon, le port des masques, aussi, l'accès aux bâtiments publics au niveau de nos frontières. Il y a un autre aspect de ce débat, c'est avec confrère Jacques Dakouti, hier on l'évoquait un petit peu, et justement un auditeur qui revient là-dessus. Maintenant, toutes ces barrières sont levées, tant mieux, ce n'est pas un débat. Le débat actuel est aujourd'hui sur le côté financier. Qu'on nous dise ce que les 25 000 qu'on payait à l'aéroport sont devenus. C'est le plus important maintenant. Est-ce qu'il faut encore oser ce débat-là? Non. Je pense que on va dire que ça a permis d'acheter les réactifs pour faire le test. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas les comptes quand même. Moi je dis, est-ce qu'il faut encore oser ce débat-là? C'est par rapport donc au compte de Covid, vous vous rappelez de ce fameux rapport? On sait comment ça fonctionne au Togo. On ne peut plus rentrer dans ce débat-là. D'accord. Laissons les choses évoluer. Oui, mais vous n'oubliez pas, il faut quand même poser le débat. Parce que on sait qu'il y a une Covid business. C'est-à-dire, quand on parle de Covid business, les gens sont remplis les poches. Il y a eu un scandale, entre guillemets, autour de l'audit. On te dit qu'il ne faut jamais en parler parce que vous lisez là comme la carte de menu. Oui, si. Oui. Au restaurant. Oui. Non, de toute façon, notre ministre nous a dit. Jusqu'à preuve nous n'avons pas le niveau pour pouvoir interpréter. On est dans un pays où la pensée est libre. D'accord, même si un ministre l'a dit, moi, ça ne m'engage pas, d'accord. Je dis qu'il y a eu des scandales autour de la gestion du Covid et aussi l'argent qui a été dépensé, ce ne sont pas de petites sommes. On parle de plus de 17 milliards ou de plusieurs milliards, d'accord. Ça peut servir. Nous, en tant que citoyens, nous avons un droit de regard sur la dépense des deniers publics. Maintenant, l'État où le gouvernement est libre ou non de se soumettre à nos demandes. En réalité, dans une bonne démocratie, c'est qu'il devrait se soumettre. D'accord? Mais bon, on se rend compte que... C'est-à-dire que c'est clair, ce que dit l'auditeur, maintenant qu'on dit, bon, c'est fini, on ne fera plus de tests, vous n'aurez plus, pour ceux qui vont voyager de Togo, à payer les choses à l'aéroport et qu'on sort, qu'on nous fasse les comptes. Oui, mais ça a généré combien de millions, même si ça, une partie serait servie à acheter des réactifs. Il ne faut pas ouvrir la boîte. Non, sur ce sujet, moi je dirais tout simplement que, vous savez, dans la culture démocratique ou bien selon les principes, il faut la reddition des comptes. Absolument. Et ça c'est fondamental. Mais il se passe qu'au Togo, malgré les efforts, malgré la volonté des autorités togolaises à aller vers la reddition des comptes, il y a toujours des poches de résistance à certains endroits. Donc il y a certains caïds qui parfois refusent de se soumettre à ces principes démocratiques, à ces principes de bonne gouvernance. Donc c'est ce qui nous appelle, nous, en tant que citoyens, à demander de la part de l'exécutif de continuer par fournir l'effort nécessaire qu'il faut pour amener tous les Togolais à rentrer dans le mouvement de reddition des comptes. Si on arrive à contraindre les caïds, si on arrive à créer des mécanismes pour amener les gens à avoir cette culture de reddition des comptes, j'ose croire que notre image en matière de bonne gouvernance sera rehaussée et nous aurons des ressources supplémentaires pour financer le développement. Parce que quand vous voyez un peu les rapports en matière de transversalité internationale, en matière de corruption et tout ça là, le constat général au niveau de l'Afrique est que le business ou bien l'argent de la corruption passe par des circuits non conventionnels, non étatiques, et ça fait des manques à gagner au gouvernement ou bien disons aux États. Et entre-temps, on avait évalué... suivi la vidéo là qui circule sur les réseaux depuis hier ou quelques jours déjà par rapport au Bénin où le ministre de l'économie et des finances évoquait le cas de la billetterie au sommet de l'État. Bien sûr. Qui coûtait 17 milliards. Qui coûtait 17 milliards. Et lorsqu'ils ont mis des mécanismes, c'est à peine 1 milliard. Voilà. Donc les gens prenaient des billets fantaisistes, des billets doubles pour la famille, des surfacturations et tout ça là sur le dos du contribuable. Et finalement, au cours de l'année, ils se sont rendus compte que l'État togolais a dépensé, et l'État béninois, autant pour moi, a dépensé près de 17 milliards pour la billetterie. Alors qu'en réalité, quand ils ont
mis un dispositif en place pour contrôler les choses et pour réglementer les choses. C'est à peine 1 milliard ils ont pu faire. Donc ça voudrait dire qu'il y a un besoin au niveau du Togo, par exemple, de mettre en place des dispositifs. S'il y en a, il faut encore les renforcer et avoir surtout le suivi et le contrôle de ce que l'on a mis comme dispositif pour pouvoir recadrer les choses. Alors, puisqu'on en parle, d'ailleurs, je pense que il y a des jours environ, la coalition Lidawa a publié d'ailleurs son étude à elle, étude portant sur 18 ans de gouvernance économique. C'est une analyse par le prisme des allocations budgétaires 2019-2023. La coalition a ciblé le ministère du Développement à la base. On aura le temps dans les prochains de fouiller tout ça, puisque le document... Je vous donnerai la parole sur vous. Le document, c'est 23 pages que nous allons décortiquer, lire, comprendre, et puis après, on mettra le débat là, donc sur les médias, on va voir, analyser, avec également, on pourra interroger les responsables du ministère du Développement à la base pour savoir ce que c'est. Alors, puisque vous évoquez la question de la corruption, de la reddition des comptes, qui n'est pas forcément oui, sous nos cieux, il y a un auditeur qui nous dit vous oubliez que l'escroquerie continue toujours au niveau de nos frontières. À lire à côté tous les jours que Dieu fait. Mais on va rester au niveau des frontières. Mais tant qu'on ne lève pas l'état d'urgence sanitaire, ces agents-là ne vont toujours pas racketter la population. Mais ça, c'est ceux qui portent des gilets au nom du ministère de la Santé qui sont chargés des contrôles. Non, pas eux. Non, je parle d'abord d'eux, mais les policiers qui... Mais c'est de ça que je parle. Levons l'état d'urgence et tout le monde va se mettre au pas. Mais aujourd'hui que vous avez votre passeport, votre carte d'identité, vous devez payer de l'argent. Vous devez le faire. À moins que vous passez par l'aéroport de Lomé. Mais attention. C'est ça. C'est ça. C'est tout. C'est le pas qu'on a ouvert. C'est tous les responsables sont au courant. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Ils savent ce qu'ils font. Parce que je veux dire, la destination Lomé n'est plus attrayante par rapport à Accra et Cotonou. Ils se sont rendus compte et dit que bon, on n'a plus besoin de telle chose. Mais lever l'état d'urgence sanitaire, même l'OMS avait donné des instructions dans ce sens. Mais si c'est pour des raisons politiques, on veut maintenir ça parce que c'est devenu un allié, dit que vous ne pouvez pas parce qu'il y a état d'urgence sanitaire, il y a Covid, et maintenant c'est la panacée, c'est l'état d'urgence sanitaire, sécuritaire. Bon, voilà. Le gouvernement togolais en a fait son allié pour pouvoir restreindre les libertés publiques. Alors, il y a un auditeur qui nous dit j'ai mal vécu cet épisode Covid puisque j'ai eu à voyager beaucoup entre 2020 et 2022. Togo, Bénin, Cameroun, Centrafrique et Rwanda. Il y avait beaucoup de problèmes. J'ai eu à comparer un peu les traitements faits dans les aéroports. Le Togo a fait trop de zèle. Maintenant, en tant que citoyen ayant subi activement les tests Covid en sortie et en entrée, j'exige qu'on nous fasse un compte sur cette période douloureuse pour les passagers. Les comptes. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'on attend ces comptes parce que là, on risque d'avoir de l'infarctus? Non, parce qu'on avait réclamé des comptes avant et quand c'est sorti, la Cour des comptes a mis les étudiants. Et voilà. Un autre auditeur qui nous dit moi, je pense qu'on a fini d'écouler les stocks de vaccins qui ont été achetés. C'est pourquoi on fait semblant d'ouvrir les choses. C'est ce que dit donc l'auditeur, c'est son avis. Un autre qui nous dit, moi j'ai jamais cru à cette pandémie malgré que c'était chaud. Moi je ne croyais pas et j'ai eu beaucoup de courage. Où j'ai encouragé beaucoup de personnes aujourd'hui qui me donnent raison. Voilà. Enfin, je lui donne raison, je fais moi-même culpa. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de rançonner les citoyens quand même à nos frontières?
Oui, mais beaucoup se plaignent. J'avais ouvert ce débat-là il y a quelques jours, mais on a toujours des retours à nos frontières. On est obligé de donner 500 par ici, 500 par là. Alors la question, est-ce que ça rentre dans les agents n'ont pas fini leur chantier. Non. Il faut que ça continue. Non, je pas comme ça. C'est pas possible. Ok. Il faut lever l'état d'urgence sanitaire. Ça, mais avant ça, on payait quand même. Non, mais c'est ce à quoi je veux en venir. C'est-à-dire, il faut lever l'état d'urgence sanitaire. Ce n'est pas nous qui décidons, mais c'est nous qui subissons. Oui, bien sûr. Et donc, nous estimons que si les autres pays, comparaison n'est pas raison, c'est vrai, mais si les autres pays ont pu lever l'état d'urgence sanitaire, il n'y a pas de raison pour qu'au Togo, on puisse encore continuer par imposer donc, cette situation aux populations. Ceci étant dit, je veux bien relever que même en dehors de l'état d'urgence sanitaire, de tous les temps, nos frontières ont toujours, à nos frontières, les forces de l'ordre ont toujours prélevé de l'argent. Pour un 8 points, non. Pour une pièce ou pour la totalité des pièces, on prend l'argent. Bon, ce n'est pas propre au Togo. Quand vous allez au Ghana, parfois c'est exagérément plus. Il y a un endroit au Ghana qui c'est comme au Guantanamo, c'est souvent copé. Non, ce que vous ne comprenez pas, c'est la limite entre le Togo et le Ghana. Les Ghanéens savent que c'est ça la limite. Vous pouvez passer toutes choses arriver là-bas, là, on fait le contrôle. Street, il n'y a pas de souci. De toutes les façons. Sauf que là-bas aussi, que vous ayez votre passeport ou pas, dès que vous êtes étranger, togolais ou étranger, on vous descend. Les Ghanéens ne payent pas. Je sais. Il y a un truc systématique. Quand vous arrivez là-bas, vous êtes étranger en même temps, on vous met à côté. On vous met à côté, vous ne comprenez pas pourquoi, mais après on vous dira pourquoi. C'est pour vous dire que maintenant vous rentrez dans le territoire ghanéen. Est-ce que c'est pour ça que nous aussi on doit... Non, pas du tout. Je crois que... Parce que Taron avait fait un travail. Reconnaissons que c'est l'échec de la CEDEAO. C'est l'échec de cette communauté. La CEDEAO des peuples. Non, des chefs d'État. De la libre circulation des biens, des personnes et toutes les incantations qui entourent cela. Ça a échoué lamentablement parce que les pays font ce qu'ils veulent. La dernière fois, vous avez entendu, le Ghana a expulsé des réfugiés. Oui. D'accord, de tous les temps, les réfugiés, qu'ils soient européens, qu'ils soient africains, on ne les expulse pas. Oui. Mais encore que des gens venus donc d'un pays voisin, qui sont renvoyés à cause de l'insécurité, et que le Ghana a eu le courage de renvoyer ces personnes-là. Mais n'oublions pas que le Ghana avait stigmatisé le Burkina d'avoir installé des bases des djihadistes sur son territoire. Oui, de toutes les façons, voilà. Je crois qu'il y a des lois ou des accords internationaux et aux standards internationaux et qui ne concernent pas que le Ghana ni la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, qui s'imposent à tous les États du monde. Donc le Ghana a violé, c'est-à-dire ostentatoirement ces accords et conventions. Alors là, vous me poussez à dire qu'on peut arrêter Poutine en Afrique du Sud. Non, c'est le même débat. C'est notre débat. Non, c'est le même débat. Par rapport aux réfugiés dont il parle, c'est le même débat. Aujourd'hui, il faut aller à un nouvel ordre. Je pense qu'on va se perdre un peu. On va se perdre dans le débat. Si on va aller phase à phase. Mais par rapport aux frontières, aujourd'hui, l'Occident a échoué. Bon, d'accord, on va en parler une autre fois. Oui, par rapport aux frontières. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'il ne faut pas arrêter d'escroquer nos populations aux frontières? On doit arrêter. On doit arrêter d'escroquer nos compatriotes. Oui, nos compatriotes. Et tout le monde. Et c'est ça aussi, d'arnaquer tout le monde. Voilà, c'est où je voulais en venir. Pas seulement les Togolais seuls. Quand on va en Europe, on peut se balader de pays en pays. Si tu as cette pièce, mais quand tu as le visa Schengen, tu te balades. Il y a aucun Schengen qu'on donne aujourd'hui. Quand tu as ton visa, il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Donc, mais ici, c'est que moi je dis et je le répète sur ce plateau, le ministre de la Sécurité doit encore faire un travail. Entre-temps, il avait fait
Et nous avons appris les retours que nous avons eus. Il y a eu quand même un peu d'accalmie au niveau des frontières. Les agents de sécurité se sont conformés. Mais depuis un certain temps, on entend encore des bruits. Ça voudrait dire que les choses tendent à reprendre. Donc, il va encore relancer son dispositif de contrôle et de sensibilisation de ses agents. C'est très important. Et en même temps, au niveau de la CEDEAO, c'est que, bon, les présidents doivent revoir cet aspect. Parce que quand on parle de libre circulation des personnes et des biens, vous savez que lorsque le chef de l'État togolais avait pris la tête de la CEDEAO, il a parlé de la CEDEAO des peuples. Et il est allé même à la frontière. Exactement. Ah oui, il est allé et ça avait créé. C'est un spectacle. Non, c'était pas un spectacle. En même temps, je le dis. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que, au moins dans les moments où il était président en exercice de la CEDEAO, il y a eu quand même un peu de dégel. Quel dégel? Bien évidemment, parce que ceux qui sont allés à Accra, ceux qui sont allés à Accra dans le mois là et autres là, la semaine à suivre, ils nous ont rapporté la semaine à suivre. Comme le chef de l'État est passé là-bas, il y a eu un peu de dégel. Donc quand il passait, bon, les soldats même avaient peur de rançonner les gens parce qu'ils se disent que le chef de l'État est venu, nous a dit de faire ci, de faire ci, et on ne sait jamais s'il y a ça. La semaine d'après. Quand Covid est venu et tout ça là. Non. On a corsé encore les choses. C'est le naturel. Il revient au galop. Non, il va revenir au galop. Il fallait quand même mettre un mécanisme périn. Voilà, je pense que c'est ça qui nous a peut-être manqué. Il fallait tantôt de mécanismes de contrôle de Covid. Aujourd'hui, c'est connu de tous. Excusez-moi, Isidore. C'est connu de tous que à nos postes frontières, que ce soit Ila Kondi, à Afla ou à Saint-Cancé. Non, pour Ila Kondi, c'est le moins de mal. Comment ça? Non, tu sais, les frontières, c'est frontières. Non, c'est le moins de mal. Mais on prend de l'argent partout. Même quand vous passez, vous n'avez pas votre carte. Si vous avez votre carte d'identité, vous allez traverser la frontière Ila Kondi. Si vous n'avez pas de carte d'identité. Si vous n'avez pas, si vous l'avez, vous pouvez passer. Librement. Si, on prend de l'argent. Non. Comment ça? Moi, je passe à la frontière tout le temps aussi. Bien sûr, il prend de l'argent, 500 ou 1000 francs. Avec votre carte d'identité. Exactement. Même avec le passeport. C'est pas évident. Même avec le passeport, bien sûr. Au niveau du Togo ou du Bénin? Au niveau du Togo. Avant c'était les deux. Mais aujourd'hui, actuellement, aujourd'hui, il n'y a pas. Avant le Bénin, c'est au niveau de... Ah, d'accord. On parle du Togo. Avant le Bénin, c'est au niveau des phytosanitaires. Ils vous prennent 1000 francs obligatoires parce que vous n'avez pas la carte jaune. Même si vous avez ça, bon. Parfois, ils rejettent, ils disent que ça, là, c'est pas connu et autres. Oui, manque de vaccins. Ça a été régulé. Oui, non, c'est régulé. C'est au Togo. On parle du Togo. Oui. Au niveau du Togo, moi, les rares fois que je suis allé à Cotonou, quand j'ai présenté ma carte d'identité, je n'ai pas pris le passeport, mais je n'ai pas eu accès à ces traitements. Ça, il faut le dire. Je suis rentré sans problème, on ne m'a pris quoi que ce soit. Mais en revanche, c'est ceux qui n'avaient pas de carte d'identité, de documents de voyage, ceux qui sont obligés de mettre... Non, pas payer. Ils glissaient quelque chose dans un panier là. C'est 1000 francs. Je sais plus. Alors, je vous dis la pratique qui est en cours jusqu'à lundi dernier, puisque je me suis renseigné. Si vous arrivez côté Togo, vous quittez Lomé, vous devez descendre de la voiture. Évidemment. Pour marcher presque 1 kilomètre là. Oui. Pour aller. Alors, au cas où vous restez dans la voiture, que vous ayez votre passeport, votre carte d'identité, vous devez payer 500. C'est ça la norme. Et c'est ce qui n'est pas normal. Comment on peut faire des citoyens des deux zones? C'est ça. Est-ce que les trafiquants qui restent dans la voiture? Oui, paient 500. Ah oui? Ça, c'est dangereux. Que tout le monde descende comme à Sokakopé. Comme à Sokakopé. C'est la loi à double vitesse. Que tout le monde descende. Et on passe. On vous contrôle. Vous avez votre passeport. Ou votre carte d'identité, parce que nous sommes dans la zone UMOA. On peut circuler avec la carte d'identité. Oui. Tel n'est pas le cas au niveau du Ghana, qui ne fait pas partie de la zone UMOA. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Oui, ça, c'est vrai. C'est une réalité. Donc, alors,
pour avancer rapidement, il y a un auditeur, j'ai beaucoup de messages, je vais lire quelques-uns seulement, après on verra. Un auditeur qui nous dit tout ça se résume à ceci. Au Togo, nos dirigeants ne sont pas patriotes, ils sont là pour leur intérêt personnel et égoïste, dit l'auditeur. Un autre auditeur qui nous dit j'aimerais dire à monsieur le journaliste que le passage de Fort-Gnassingbé à la frontière n'a rien changé à l'époque. Moi, je me souviens que mes amis ont passé des sales temps entre la frontière Togo-Ghana et Sogan-Kopé. Moi, j'ai eu la chance de passer la veille sans trop de difficultés. Alors, si être président de la CEDEAO et régler les choses juste quand on est président, alors ça a servi à quoi? Puisque chaque jour il y a des retours sur ces pratiques. Durant son mandat, un autre auditeur qui nous dit... Cette visite spectacle n'a duré qu'une semaine. D'accord. C'est pas spectacle. Il voulait régler un problème. Et c'est un souci. Quand on parle de la libre circulation, oui, c'était un problème. C'était un problème. Et il a voulu régler ce problème. Est-ce qu'il a réglé? Mais il est parvenu quand on a dissuadé les gens. Il a fait sa part. Pour une semaine. En tant que président d'exercice. Qui veut qu'il devienne douanier là-bas? Non, c'est la même chose. Qu'il devienne douanier ou bien qu'il devienne l'immigration là-bas. Qu'il aille diriger son bureau là-bas. Et Nigeria is back. Oui. Que bon, on va faire. On attend de le voir. Non, ici, Togo is present. Togo is present. D'accord, très bien. Un dernier message qui nous dit l'Afrique est malade de ses dirigeants. Bon, oui, évidemment. Et là, ça rejoint voilà, le titre d'un ministre. Moi, j'ai voyagé la semaine là, on m'a rançonné. Voilà, la semaine où le président est passé là-bas. Très bien, très bien. On a compris. On va évoluer et parler un peu de la politique avec l'affichage des listes électorales et dire aux citoyens qui se sont ou qui ont réussi à s'inscrire sur ou dans les cahiers de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, que à partir de demain, on va afficher les listes et donc la voie donc sera ouverte donc aux contestations, puisque la CENI a réussi à apurer la liste. On parle de 91 000 citoyens, les doublons en tout cas. Alors, il semble, selon certains Togolais, que au-delà du fait qu'on va afficher les listes électorales, que c'est une autre affliction pour les non-inscrits. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier, d'abord? Oui, mais bon, je crois que ça fait partie de la procédure normale et du travail de la CENI. Oui. Donc il y a une période de recensement, une période d'épurement ou d'appurement, oui, et puis une période de contestation. D'accord. Donc il faut afficher les listes pour que les gens viennent vérifier si leur nom s'y trouve et au cas contraire qu'ils puissent faire recours à la réclamation. Donc c'est cette procédure qui a été ouverte. Bon, ça veut dire tout simplement que... Et il y a une autre qui s'ajoute à la liste, c'est ce dont je parle, affliction des non-inscrits. C'est-à-dire que ceux qui voulaient s'inscrire, qui n'ont pas réussi à s'inscrire, et quand ils verront la liste affichée pour ceux qui sont inscrits, c'est la colère, enfin. Il fait partie de ce lot. De non-inscrits. Non, mais il fait partie de ce lot. Les non-inscrits ont eu le temps de s'affliger. Et quand ils verront encore la liste, il a fait 3 jours. Si vous n'êtes pas... Si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime la douleur, qu'est-ce que vous allez chercher dans les centres où les listes ont été affichées? Ce n'est pas de la magie, vous ne pouvez pas avoir votre nom sur la liste parce que vous ne vous êtes pas inscrit. Donc moi je n'irai pas, d'accord. Je n'irai pas. Donc ceux qui sont donc je ne sais pas. Oui, on arrive, mais c'est une douleur pour certains. Oui, bien sûr, c'est douloureux. Ça veut dire tout simplement. Bien sûr, nous avons essayé de nous inscrire, mais ça n'a pas marché, disons-le comme ça. Je dis que ce n'est que partie remise. Normalement, justice devait être faite parce que nous sommes aussi des citoyens togolais et le droit nous est reconnu. C'est-à-dire, lorsque vous voulez avoir votre carte, vous avez le droit absolu de l'avoir. Qu'on vous le donne. Ou on vous la donne. Vous êtes dans le centre. Une fois que vous êtes là, normalement, on devrait vous inscrire. Mais bon, c'est ce qui est arrivé et la réponse est que on ne peut plus reprendre. Donc le processus, il n'y a plus d'autres recours à part ça. Peut-être la justice, si nous étions des gens, on peut porter plainte. C'est-à-dire on peut faire réclamation. Non, c'est-à-dire la procédure, un citoyen qui prouve
qu'il a fait tout et que ça n'a pas marché, peut saisir. Tu as tout mon soutien. Non, moi je ne vais pas le faire. Oui, mais est-ce que excusez-moi, peut-être je vais mettre un autre débat dans le débat, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir un jour, même si on peut se dire que ça n'aboutira à rien, qu'on cultive, n'est-ce pas, cette façon de dire non? Non, de tester même nos institutions. Oui, c'est ça. Il faut dire non, oui. Il dit, mais attendez là, il faut que ça change. Moi, je porte plainte. Je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on en arrive là un jour? Que comme en France, un citoyen français ou un citoyen américain, quand il n'est pas d'accord par rapport à une décision, qu'elle soit prise par l'autorité principale, mais de dire devant les tribunaux que je ne suis pas d'accord, je porte plainte. Est-ce qu'il ne faut pas arriver un jour à ça? Oui, ça dépendra de la culture démocratique. Il faut vraiment enseigner cela. Démocratique ou bien? Oui, je dis démocratique. Non. Donc il faut culturel. Oui, la culture, la démocratie aussi. La démocratie. Non, on nous a déjà formaté. Dit que tu ne veux pas aller à l'encontre de la décision de l'État. Bon, non, on n'a pas dit ça, mais c'est c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Non, ce sont des préjugés. De ce point, je parle de culturel. Ah, mais il faut se bon, d'accord, il faut se l'éduquer. Vous pouvez changer. Quoi qu'on dise, cela n'arrive pas seulement à ceux qui, peut-être, ne sont pas allés loin dans les études, mais même des gens qui sont à des postes de responsabilité, on les brime, ils se taisent et ils se casent. Ils disent qu'ils ne veulent pas s'attirer des ennuis. Culturel. Vous voyez, donc quand il y aura quand même un travail fait au niveau des associations de la société civile pour amener les gens vers cette culture, c'est depuis la maison de pouvoir réclamer ces droits, je pense que ça peut prendre. Et je voulais faire en même temps un parallèle pour dire, quand vous prenez par exemple au niveau de nos organes, nous journalistes, oui. Avant, quand vous sanctionnez la règle, c'est fini, chacun se range et ça s'arrête là. Mais il y a une autre race. Avec la culture. Il y a une jurisprudence. Avec la culture. Avec les séminaires que nous avons eu à suivre. Avec certaines formations et les conseils de certains juristes de renom dans ce pays. On a compris que même quand on vous sanctionne, vous avez des voies de recours. Oui. Et par deux fois, la HAC a été écoutée. Ah oui, par deux fois. La HAC a été symphonie et liberté. Notre justice là, que certains trouvent que bon, voilà, elle n'est pas assez, disons, compétente ou bien elle n'est pas totalement, elle ne dit pas forcément le droit, mais qui a pourtant tranché sur ces cas et donné raison à certains de nos confrères, à certains organes. Vous voyez que quand on cultive cela en nous, je pense que ça peut aller. Et il y a aussi un autre fait, et je pense que ça c'est très important. Au détour d'une discussion, certains camarades se plaignaient qu'il y a des faits dans la société, mais bon, on ne voit pas le procureur se saisir pour pouvoir tenter des procédures judiciaires contre des gens qui ont été identifiés comme des présumés acteurs de certaines choses, ou bien au niveau des dénonciations de la presse. Mais certains juristes ont estimé que c'est parce que nous n'avons pas la culture de la plainte qui fait que certaines fois, des faits sont là, ça choque tout le monde, ça met tout le monde en émoi et après quelques temps, on oublie et ça passe. Mais quand des gens se lèvent, portent plainte contre X, la procédure peut aller. Il y a aussi le débat. Ah oui, parce que récemment, il y a un cas récent. C'est vrai. Les comptes de Covid. Tout à fait. Mais on a cité civil a porté, en tout cas saisi le procureur. Vous avez lu sa réponse? Oui. Qui n'ont que ce civil n'a aucun intérêt dans l'affaire là. Donc on ne peut pas. Ça c'est une appréciation. Oui, mais je dis, peut-être sur d'autres faits, il y aura quand même, on aura gain de cause. C'est pas tout ça là que bon, on va toujours c'est pas pour cela qu'il y aura rebondissement. C'est parce que là que bon, les gens vont se dire que non, quand on va aller, bon, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Et donc, pour saisir aussi la justice, c'est toute une procédure. Il faut aussi avoir son avocat, il faut aussi, même pour rédiger la requête aussi, la plainte, c'est pas facile. Ouvrir le dossier, tout ça là, mais ça a des coûts.
Et tout ça là, bon, avec, vous comprenez la situation dans laquelle nous sommes, les gens vont se dire, bon, est-ce que ça vaut la peine même qu'il y ait jeté de l'argent par la fenêtre? Mais je pense qu'il faudrait que les citoyens togolais, que la société civile nous aide, que l'État togolais forme des citoyens complets, des gens qui sont capables de pouvoir se défendre. Parce qu'au-delà de tout, c'est vrai que c'est ici que ça se passe. Si nous nous retrouvons ailleurs, sous d'autres cieux, bon, pour des raisons professionnelles ou bien pour d'autres raisons, et quand nous sommes des gens assez, comme on le dit, le Togolais partout où vous le voyez, il est très 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 calme, il est poli, et parfois on le brime, il se tait, il continue, il se tait et ça finit. Mais quand vous prenez d'autres nationalités, sénégalais comme ça, lui ne se laisse pas faire. Quand, même dans les pays où ils sont allés, ils ont immigré, tout ça là, mais il ne se laisse pas faire. Quand on le brime, mais il se lève, il lève sa voix et je pense que, bien sûr, pas de façon bruyante. Non, pas ça. Voilà, pas ça. Voilà, mais en suivant des recours et ce que la loi dit, ils suivent ça et parfois ils trouvent bien des Merci beaucoup. Il y a un auditeur, par exemple, je vous donne la parole, qui dit, concernant les plaintes, moi, je dirais que ça n'arrivera pas. Directement dit que si c'est 2 millions de Togolais qui se sont inscrits, ils iront voter avec 2 millions. Un homme politique dit ça. Allez-y comprendre. Bon, d'accord, très bien. Sur le, non, moi, je voulais rebondir par rapport au développement de Acha Ibrahim. Non, ne pensons pas que le Togolais est un citoyen résigné. On nous a formaté. Le Togolais ne se plaint pas. Mais je me souviens, des années 90, il y a des mains même étaient surpris, croyant que c'est les Béuna qui étaient venus faire la révolution au Togo. Et 2017, avec Acha, Achadam. Mais c'est cyclique. C'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas aller en bras de fer avec le gouvernement. Interpellons nos gouvernants à pouvoir faire les choses dans les normes, dans un état de droit, pour que chaque citoyen se sente citoyen au Togo, pas ailleurs. Nous n'avons pas besoin à chaque fois d'aller à des instances supranationales pour gagner c'est une honte nationale pour nous tous. Oui, chaque fois. Chaque fois. La Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO, de la Cour de justice de l'Union africaine. Mais c'est une honte nationale. Faisons les choses dans les normes pour que l'une ne soit au-dessus de la loi. Et que chaque citoyen se sente concerné et ne pas brimer dans ses droits dans son pays. Ça, c'est l'exhortation que je voulais faire. D'accord, ça c'est juste une petite parenthèse sur le sujet de l'affichage. Oui, à ce niveau. À ce niveau. Puisque vous l'avez dit à la parole. C'est la même chose. Il faudrait que la CENI prenne ses responsabilités. En faisant quoi? Pour l'appurement de la liste. Pour avoir enregistré et tous les partis politiques, sauf UNIR, qui ne l'a pas dit. Même la guerre déclenchée entre ANC et Jerry Tama. Jerry Tama il dit qu'il a fait tout cette année. Tout le monde dit qu'on a recruté, on a enregistré des mineurs. DMP, DMK, ou ça. Bon, DMK n'était pas dans la. Tout le monde a reconnu qu'on a enregistré des mineurs. Et que bon, là, la liste est gonflée. On a dépassé la norme internationale. C'est pourquoi ceux qui, comme mon ami Olivier, ne peuvent plus s'inscrire. Il y a des milliers de sur la liste. Non, je ne veux pas mettre présent sur toi. Parce que tu as des milliers de Togolais. Il y en a plein. Moi-même, j'ai failli en être victime. N'était ma placité. Oui, moi j'ai été sauvé in extremis. Un auditeur. Après, vous avez fait trafic d'influence. Non, j'étais là. On a dit que
C'est le journaliste. Non, pas ça. J'étais en antenne comme là, en train de se plaindre. Ah oui, voilà. Il écoutait l'émission, il a dit, bon, écoutez, après, venez. Trafic d'influence. Bon, enfin, je n'avais pas voulu de toute façon. Mais lorsqu'on travaille à l'hôtel, on doit manger à l'hôtel. Qui travaille à l'hôtel vide l'hôtel. C'est ce que j'ai dit. Non, mais le journaliste a aussi, à cause de son statut de journaliste, il n'en demeure pas moins que le trafic d'influence a joué. Mais je n'ai pas demandé de toute façon. De toute façon, donc qui travaille à l'hôtel vide l'hôtel. Absolument. Ne vit pas de l'hôtel, mais vide l'hôtel. Il faut, sur le sujet, quand même, il faut quand même reconnaître que beaucoup sont mis sur le carreau. Beaucoup. Il y a la liste qui va être affichée à partir de demain. Et qu'est-ce qu'on a certains sont quand même les stoïstes aillent vérifier cette liste-là. Moi, je n'irai pas. D'accord, oui. Bon, mais le problème, c'est que vous avez vu que ça a été subdivisé en 3 zones. 3 zones. Voilà, donc le problème de non-inscrits, de ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de s'inscrire, se pose avec acuité au niveau de la zone 1. Et, vous savez, et donc les autres zones, il n'y a pas eu trop de soucis. Il semble qu'il y a eu des problèmes, mais ce n'est pas par rapport à des non-inscrits. Oui, mais il y a... Non, pas de trop inscrits. Il y avait trop plein. Non, c'est pas trop plein. Dans certaines régions, c'est très bon. Dans les 2 zones mineurs et consorts là, il y a trop plein. C'est des gens qui ont rapporté cela. Pour le moment, la CENI dit et elle a fait son travail. Et avec le système d'appuiement, ceux qui ont pu faire les inscriptions doubles et tout ça là, on a essayé de régler ce cas. Et je pense que c'est déjà 11 000. C'est ce que nous avons appris. Oui. Et je pense que au-delà de ça aussi, par rapport à l'opération même dans les zones là, bon, en tout cas, moi j'ai eu la chance quand même de visiter au moins certains bureaux de vote dans la zone 2. Qu'est-ce que tu as constaté? J'ai constaté que... Révélation? Non, les gens sont allés. Les gens s'inscrivaient normalement, il n'y a pas eu trop de soucis. Y compris la mineure? Non, je n'ai pas vu de mineurs. Ça, je le dis là, monsieur la conscience. Je n'ai pas vu de mineurs. J'ai vu les gens responsables qui présentaient quand même un état physique qui prouve qu'ils sont quand même au-delà de 18 heures. Au moment où j'étais allé, bien évidemment. Et bon, ils se sont enrôlés, il n'y a pas eu de soucis majeurs. Bon, maintenant, ceux qui parlent de l'enrôlement des mineurs et tout ça là, ça peut être peut-être des faits que certains ont vécu. Et ça aussi, je pense qu'on ne se lève pas comme ça pour dire que c'est un mineur, c'est un mineur. Moi, je me rappelle, je passais le permis de conduire avec une jeune fille. Quand elle est venue, on veut commencer, j'ai dit, mais toi, l'enfant, là, cherche quoi ici? C'était ma première interrogation, parce que, à mon avis, le physique, tout ça, là, ce n'était pas 18 ans. C'est quand elle a vu que j'étais encore un peu chose là, bon, on a sympathisé, finalement, j'ai vu sa carte d'identité, je me suis rendu compte que... c'est ça le problème. Attention. C'est là où je me suis trompé. Non, c'est là où je donne raison. C'est là où c'est une attendez, s'il vous plaît. Vous comprenez? Oui. Et c'est là où j'ai commencé par faire profil bas, et bon, pour la reconsidérer. Sinon, le physique, a priori, actuellement, bon, ce n'est pas ça qui nous donne quand même, quoi qu'on dise, les caractéristiques de mineurs ou pas. D'accord. Sur ce plan-là, allez-y. Il suffisait qu'un chef de quartier ou un chef traditionnel dise que bon, il est majeur. Oui. Sans avoir la carte pour certifier que cette personne est majeure. Donc, c'est en cela que je salue l'approche de Jerry Tama qui dit qu'il faut aller à la carte biométrique. Biométrique pour tous les gens. Qu'on n'accepte plus cette situation où que le témoignage du chef traditionnel ou tout cela, c'est là où on a fait enrôler des mineurs qui ont gonflé la liste et qui aujourd'hui à l'international créent des problèmes à notre comment dirais-je en cas de enrôlement censitaire ou quelque chose là. Ah oui. Oui. Mais on a dit qu'on a 8 millions. Nous sommes plus de 8 millions sur le territoire togolais. Les statistiques qu'on a données, quand vous confrontez ça avec le désir de se faire enrôler, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Ça remet tout en cause. Monsieur, merci beaucoup. Il y a un auditeur qui nous dit que la CENI et le gouvernement font tout pour que le pays ait toujours des problèmes. Je ne suis pas trop sûr, mais enfin, c'est son avis et nous respectons cela. Prévenons-les de changer, dit donc l'auditeur.
Et tout le débat est à ce niveau. Les élections arrivent à grands pas. Comment est-ce que les choses vont être faites? On n'a même pas, pour l'instant, une idée claire sur le chronogramme. Oui. Et on peut se dire qu'on a le temps. Pourquoi est-ce qu'on est si pressé? On a su d'une chose. En 2023, là, il faut organiser les élections législatives. En 2025, il faut organiser les élections présidentielles. C'est tout. Le reste, là, c'est pas à quoi ça arrive. C'est que la CENI dit que bon, il a tête ces choses-là. Non, je suis désolé. Merci beaucoup, Isidore. Il ne joue pas un bon rôle. Merci à Acha Ibrahim et Olivier Aga. Il est 12h sur la radio. Radio Taxi FM Lomé. Nous sommes avec Isidore Sassou Akolor, Acha Ibrahim et Olivier Aga. On va continuer le débat. Je voudrais attirer l'attention du groupe Togocom sur un sujet. Et ce n'est pas un débat. Depuis quelque temps, plusieurs, sinon nos concitoyens, font le constat d'une forme d'arnaque sur leur téléphone. Vous achetez des crédits de communication, vous ne comprenez pas du tout, vous vous retrouvez, vous voulez appeler, il n'y a pas de crédit dans votre téléphone. Pire, vous rechargez votre compte T-Money pour payer le Wi-Fi. Vous achetez le Wi-Fi, la connexion, c'est passé et vous n'avez jamais la connexion. Quand vous réclamez, on dit oui, l'achat a été fait et vous dites mais rétablissez la connexion Internet, on dit ah machin et tout ça, on vous traîne et on a beaucoup de témoignages et des gens nous appellent par rapport à ça. Les forfaits méga qu'on fait. Méga Internet. Pas Wi-Fi. Non, oui, il y a ça aussi. Les données mobiles. Je parle maintenant des données mobiles. Ah, d'accord. 10 000 pour avoir 20 gigas. Vous faites ça aujourd'hui. Vous avez le Wi-Fi à la maison. Et le lendemain, il n'y a plus de données mobiles. On a encore eu un cas hier, ici, chez nous, à la radio. Et je voudrais attirer l'attention de ce groupe sur ces faits. Nous n'avons pas besoin de tombola. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais quand on paie un service, que ce service soit rendu. Et nous le disons sincèrement et nous voudrons que cela soit corrigé. Parce que si ce n'est pas corrigé et qu'on a des plaintes, on pourra aussi être amené à faire des débats réels sur le sujet. C'est vrai que bon, il y a des affaires de contrat, on coupe aux gens, c'est pas ça le problème. Mais régler la situation, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Togocom, réglez ce problème pour que les citoyens se sentent mieux. Il y a beaucoup de plaintes dans l'opinion. Vous-même faites une enquête. Vous verrez que des gens se plaignent de votre service. Une enquête d'opinion? Oui. Des gens se plaignent. Beaucoup de nos concitoyens se plaignent des services qui sont rendus aujourd'hui par Togocom. T-Money, tout ça. Des gens se plaignent. Et je voudrais inviter, par même occasion, l'ARCEP, qui fait déjà un travail formidable, de continuer par le faire et de toujours attirer l'attention des responsables de Move Togo et de Togocom. Pas seulement, il y a d'autres. D'accord. Monsieur, oui. Merci beaucoup. Qui font l'accès à Internet. Oui. D'accord, très bien. Messieurs, merci beaucoup. Olivier, vous avez lancé un petit débat la dernière fois dans votre journal Harakiri. J'ai essayé de ramener ça à l'antenne hier. C'est par rapport à la place à accorder à ce qu'on peut appeler nos héros. Panthéon pour les héros de la nation. Est-ce qu'il faut en arriver un jour ici chez nous au Togo? Non, je crois que ce n'est pas la priorité du Togo aujourd'hui. Je l'ai dit dans le papier. Exactement, j'ai lu. Nous avons d'autres priorités, ça c'est reconnu. Cependant, nos personnalités qui ont marqué positivement, je veux dire, la vie de la nation, ne devraient pas être reposées ou bien être dans l'anonymat. On ne les met pas forcément dans les livres. On n'a pas des statuts pour les immortaliser. Nos routes portent des noms de De Gaulle, de Pompidou, de je ne sais quoi. C'est-à-dire alors qu'on a des héros, d'accord, des personnalités qui ont marqué la vie de notre nation. Des héros contemporains comme des héros qui datent donc de l'histoire de notre pays.
Et il faut les immortaliser. Et nous disions que d'autres nations ont compris cela. Et ailleurs, vous avez le Panthéon en France. Ailleurs, vous avez, je ne sais pas, dans d'autres pays, il y a des mausolées, il y a des noms qu'on donne à tout. Donc, il faut quand même pouvoir réserver un lopin de terre, je ne sais pas, abandonné à quelque part pour réunir ces gens-là. Devant la mort, nous sommes tous égaux, hein, que l'on soit héros. C'est aussi ça la mémoire de la nation? Oui, bien sûr, c'est la mémoire de la nation. Mais il faut aussi rappeler que devant la mort, nous sommes égaux. Héros ou zéro, c'est les mêmes choses. On reconnaît cela. Toutefois, il faut réserver une place à nos héros. Parce que ça, et puis ça donne de l'émulation aussi à ceux qui existent aujourd'hui, qui se disent, celui-là a fait bien, moi aussi j'aimerais être immortalisé, donc je vais me comporter, je vais me mettre au service de mon pays, je vais faire... Parce qu'il y a aussi un fait, je vous coupe pas, mais c'est-à-dire que ceux qui sont morts pour la patrie, absolument, militaires, tout ça. Ils sont morts pour la patrie, dans la défense de la patrie, ils sont morts. Il y a des militaires qui tombent au front. Je ne dirais pas tous les jours que Dieu fait, mais quand même, il y en a qui meurent. Il y en a qui, par leur bravoure, ont quand même versé leur sang pour la nation. On ne connaît même pas leur nom. Vous connaissez leur nom, eux tous? Non, pas tous. Est-ce qu'il ne faut pas quand même faire quelque chose? Il y a un monument aux morts. Oui. Oui. C'est à notre Panthéon. Non. Oui, c'est en sérieux. Sérieusement. Oui, c'est en sérieux. Et le problème que pose notre confrère est légitime. Il faut honorer la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés. Quand vous lisez même ce qui était les cryptos sur la place, le monument de l'indépendance, on pouvait en arriver là depuis. Les seuls mausolées qu'on a, c'est les mausolées de Yadema à Pia. Et ça, c'est pas public. Ah ouais, voilà. On aurait pu, pour la famille. On aurait pu institutionnaliser ces mausolées-là. Aujourd'hui, moi, j'étais de ceux qui disaient qu'on demandait